Des milliers de professions qui puissent exister, il en existe qui demandent des précisions de valeur dans leur exercice. C'est le cas de la construction navale. Que comprendre de cette profession? Au départ, avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord expliquer la construction navale. Il y a 3 types de bateaux. Il y a des bateaux en métallique qui est connu de tous. Il y a des bateaux en bois et il y a des bateaux en fibre de verre qui est la matière la plus récente. Alors, quand on parle d'un constructeur naval, c'est celui qui peut construire les 3 types de bateaux sans exception. Évidemment, il doit être habilité à comprendre la mathématique, la physique, les dessins, la chimie, la géographie, d'une manière générale, mais les capacités techniques doivent lui permettre de travailler soit avec un bateau en fibre de verre, soit avec un bateau métallique, soit avec un bateau de bois en tant qu'un généraliste. Est-il donné à tout le monde de devenir ingénieur en construction navale? Il y a lieu de comprendre comment on devient ingénieur dans ce domaine. Pour devenir un ingénieur un nautique ou un ingénieur naval, il y a un peu une différence entre un ingénieur nautique et un ingénieur naval, je vais spécifier. Quand vous finissez votre cursus à l'école secondaire, on vous fait un test d'orientation pour voir si vous avez des aptitudes techniques, c'est-à-dire vous êtes capable de comprendre la mathématique, de comprendre la physique et d'utiliser les outils comme les pinceaux, la machine à compression d'air, la machine à souder. Il y a pas mal d'outils de base que nous utilisons dans la construction navale que l'étudiant ou le futur constructeur naval est tenu à exploiter. Alors, vous allez à un texte qui est un texte d'orientation, on voit vos aptitudes et après cela, vous allez à une formation de, si je ne me trompe pas, ça dépend des programmes. Avec les programmes anglophones, c'est 3 ans. Dans ces 3 ans-là, je dirais, vous avez 1 année et demie de théorie et 1 année et demie de pratique. Quand vous étudiez, par exemple, la première année, quand vous étudiez 6 mois ou 8 mois de théorie, on vous envoie à 4 mois de pratique. C'est vraiment obligatoire pour la première année. Et quand les rapports arrivent, vous passez à la deuxième année, qui est deuxième graduat, vous étudiez encore 6 mois ou 8 mois de théorie et 4 mois de pratique. Et la 3e année, c'est encore la même chose. Après avoir fait la sommation de 3 ans d'études techniques et pratiques à l'Institut supérieur, en ce moment-là, maintenant, on vous donne ce qu'on appelle une certification, vous devenez un ingénieur. Vous n'avez pas encore un diplôme, vous avez juste une certification qui vous certifie en étant un ingénieur constructeur naval. Vous êtes maintenant obligé d'aller travailler pour au moins 1 année et demie ou 2 ans dans un chantier naval. Quand vous allez travailler pour un chantier naval, là maintenant vous êtes en train d'appliquer, vous êtes en train de faire un stage professionnel. Quand vous travaillez pendant 1 année et demie ou 2 ans, et l'entreprise qui vous a reçu vous enverra une note. Quand vous amenez la note en question et votre certification que vous avez en ce moment-là, vous êtes qualifié, un ingénieur qualifié. C'est très important. Donc, si vous ne faites pas votre stage professionnel, vous n'êtes qu'un certifié constructeur naval. Mais si vous allez aussi vous ajouter votre stage professionnel, vous devenez maintenant un ingénieur qualifié parce que vous avez passé au moins 2 ans dans l'entreprise. Et toute autre entreprise qui aimerait vous prendre ne va pas vous demander l'expérience parce qu'il sait déjà que vous avez travaillé pendant 2 ans de stage professionnel. Un ingénieur nautique, il apprend aussi comment construire ou comment monter ou comment fabriquer tout ce qui peut être sur l'eau ou tout ce qui peut être dans l'eau. Par exemple, on utilise un ingénieur nautique pour la construction ou pour la fabrication, pour le montage des ports. Parce qu'il y a toujours des eaux qui arrivent au port de temps en temps qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des dommages collatéraux. Par exemple, les sous-marins, par exemple, une base aérienne, une base sous-marine qui doit être construite, on utilisera l'apport d'un ingénieur nautique, pas d'un ingénieur naval.
Parce qu'un ingénieur naval, il se limite à la construction de ce qui flotte sur l'eau, entre autres des bateaux. Mais quand on parle maintenant d'un ingénieur nautique, c'est d'abord un ingénieur naval de formation, mais qui ajoute d'autres compétences, par exemple la résistance des matériaux, qui peut utiliser par exemple du ciment, qui peut utiliser par exemple du bois spécifié, qui peut utiliser du bambou pour construire une base militaire, par exemple sous l'eau, pour construire des sous-marins, pour construire par exemple tout ce qui peut être sous l'eau et sur l'eau. C'est du moins une spécialité ou une connaissance de plus que l'ingénieur naval n'a pas. Un ingénieur naval, c'est juste un généraliste, on doit se le dire. Et quand maintenant il va se spécialiser, il peut se dire que moi je vais me spécialiser dans l'architecture intérieure de bateaux. Il peut peut-être se spécialiser, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux en bois. Il peut dire que non, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux métalliques. Là vous avez des paquebots, vous avez ce qu'on appelle des cruises, des grands bateaux qui ont au moins 1000 chambres à l'intérieur. Ça c'est une autre spécialité. Vous avez aussi des gens qui vous disent, moi je vais me spécialiser dans la construction des bateaux polymères, les yachts. Et c'est là où moi je me suis spécialisé. Quand on vous parle des yachts, des monohales, polyhales, les catamarans par exemple, c'est une spécialité. Donc, un simple constructeur naval ne peut pas construire un yacht. Mais quand il prend une spécialisation dans les polymères, la fibre de verre, le clévar, le carbone, l'aramide, là maintenant, il peut maintenant se spécialiser juste dans la construction des yachts, dans la fabrication des yachts et tout ce qui y va. Pour le bateau, le navire, le yoke ou autre engin flottant, quels autres services utiles entrent pour sa construction? Et quels sont les matériaux qu'on utilise pour monter un bateau? D'abord, un bateau, c'est une maison, mais qui est en mouvement. Dans un bateau, vous avez besoin de soudeurs, vous avez besoin de menuisiers, vous avez besoin des charpentiers, parce qu'il y a une très grande différence entre un menuisier et un charpentier, parce qu'il fait les charpentes. Vous avez besoin des décorateurs, décorateurs intérieurs, vous avez besoin de plombiers, vous avez besoin d'électroniciens, vous avez besoin d'électriciens, bref, tous les corps de métier. Tous les corps de métier, comme on utilise pour construire une maison, on les utilise aussi dans les bateaux. Mais sauf qu'ils auront un certain encadrement parce que nous sommes sur la marine, nous sommes sur une maison qui est en train de flotter. En tant que construction navale, en général, on utilise le bois, on utilise le métal, l'acier. Avant, on utilisait l'acier et maintenant, on a ajouté ce qu'on appelle l'acier inoxydable et l'aluminium et la fibre de verre. En République démocratique du Congo, la construction navale a-t-elle de l'impact comme sont dans d'autres cieux? Bon, nous devons d'abord admettre que notre pays est un pays à une hydrographie qu'on ne peut pas négliger. Partant du Katanga, le fleuve monte avec ses affluents, les Lomami, les Kasaï, et descend vers l'Embouchure. Vous comprenez que notre pays est traversé par des eaux. Alors, c'est quelque chose malheureusement qui n'a pas été pris en considération, mais je pense du moins que nous devions utiliser cette ligne-là pour essayer un peu de promouvoir ou renforcer notre économie. Dans ce sens que si on peut avoir des bateaux, si on peut avoir des engins qui vont déjà du Katanga, montant vers le Kivu ou montant vers l'Équateur ou Kisangani, si je ne me trompe pas, vous pouvez déjà comprendre combien d'afflux on aura sur le point économique, sur le point de transport, de biens et services qu'on peut déjà avoir et redescendre encore jusqu'à arriver à Kinshasa. Je pense du moins qu'avec toutes les ramifications qu'a nos fleuves, parce que nos fleuves, elles sont plus denses, elles sont plus navigables que les eaux que nous trouvons en Italie ou en Hollande. Mais vous remarquerez qu'ils ont vraiment organisé leur hydrographie. Vous pouvez être à Venise, vous êtes en train de monter, descendre, mieux que vous serez à Kinshasa ou vous serez au Congo. Je pense du moins que l'hydrographie du Congo joue un rôle très très important pour stimuler les transports fluviaux ou les transports
sur toute notre hydrographie, si je peux répondre comme cela. Que retenir d'un ingénieur naval qui parle de la construction navale en République démocratique du Congo? Il est vrai que le domaine naval, la construction navale est méconnue. Et je ne peux pas personnellement condamner les jeunes. Parce que les jeunes ont été plus exposés à certaines autres professions. Mais si je peux dire une chose, bateau foutara. Mais pour fouta, il faut être en classe à bien. Parce qu'une chose, permettez-moi de dire, qu'autant pour les beaux yeux, et fout en côté. Mais si quelqu'un se met vraiment à étudier comme il se doit, essaie un peu de voir l'Afrique, essaie un peu de voir. Nous avons les eaux partout. Nous avons les eaux partout. Aucun comme constructeur naval, aucun États-Unis, aucun Belgique, aucun Dubaï, partout où il y a aux ala, aux amours on a. Parce que le monde y a bateau, ils ont limité quand on a Congo. Ils ont domaine mon soko yebi musala na yo bien, autant à bien, partout yo kokende. Là j'ai garanti, j'ai même ma main à couper. Partout au kende bateau et foutaka. Et soit mis sur aux zones na mboka. C'est parce que nous disons que autre monde libanda, autre salle libanda, on a conscience tout ça la montée na Congo pour la nuit. Mais bateau et foutaka.